Alors, ce séminaire, il trouve son origine dans une réunion que nous avons eue à l'UFR il y a déjà, je ne sais pas, à peu près une année, euh, où là, l'idée, c'était d'établir effectivement un contact entre le monde de la physique et celui qui représente l'Institut de la transition. Ce monde, c'est évidemment deux choses. C'est d'une part répondre à l'ambition de Sorbonne Université et des établissements associés de jouer un rôle sur les grands enjeux de société, et donc en ce qui nous concerne, sur cet enjeu environnement, et puis de l'autre, essayer de développer le plus possible, d'étendre le plus possible la mise en synergie des différentes compétences et disciplines qui sont disponibles sur nos établissements pour essayer de contribuer de façon concrète à la transition écologique de la société. Donc quand on dit contribuer à la transition écologique de la société, ça veut dire quand même faire un lien entre la recherche et l'action, c'est essayer de trouver des solutions. Donc ce sont forcément des objets complexes auxquels on a affaire. Et la simple recherche en quelque sorte de la proximité avec le monde réel, si j'ose dire, eh bien, génère, justifie complètement des approches pluridisciplinaires les plus larges possibles. Alors, l'autre aspect, et je vais m'arrêter là, qui est important aujourd'hui pour moi, c'est que quand on dit qu'on essaye de contribuer à la solution, c'est-à-dire à la recherche de solutions, on a tendance à se dire, ah bah oui, tout ça, c'est de la science appliquée. Non, absolument pas. Ce qu'on défend à l'ITE depuis toujours, c'est que pour inventer des nouveaux modes de gestion de l'environnement, etc., eh bien, il faut créer de la connaissance, il faut créer de nouveaux concepts. Et dans toutes nos actions, on insiste tout le temps pour dire que n'importe quelle thématique est éligible, n'importe quelle approche est éligible, pourvu qu'elle soit liée à la transition. Et en particulier, les approches les plus fondamentales sont pour nous importantes parce que peut-être qu'elles ne vont pas apporter de solutions immédiatement, mais elles sont susceptibles d'ouvrir des pistes de solutions vraiment innovantes et qui permettent de traiter plusieurs enjeux à la fois. Donc c'est pour ça que je dis ça, parce que simplement, à la fin de la première réunion qu'on a vue avec l'UFR de physique, la conclusion, c'est que c'était peut-être pas facile, euh, parce que l'UFR est très marqué par des aspects théoriques. Eh bien, nous pensons que les renouvellements théoriques sont susceptibles d'ouvrir de nouvelles pistes très concrètes. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce séminaire donc, avec l'UFR. Et voilà, on est sur la première séance et je trouve que c'est vraiment passionnant. Voilà, merci. Merci Luc. Alors, j'enchaîne rapidement donc c'était très bien ce que Luc a dit. Moi, je suis Marco Cirelli, je suis le président du conseil scientifique de l'UFR des physiques. Donc, bienvenue à tous et à toutes et à tous. Je suis très content que cette initiative, comme Luc a dit, qui a trouvé son origine, comme Luc a dit, dans une réunion de l'été dernier, commence et démarre aujourd'hui, parce que ça veut dire en fait qu'il y a un vrai intérêt qu'on arrive à mobiliser nos forces pour faire quelque chose ensemble. Donc, comme Luc a dit, la démarche qui nous a guidés, c'était celle de trouver les points de contact, disons, entre les activités de physique, les activités de recherche qui se font dans des UFR de physique et les activités de recherche qui sont pertinentes pour la transition climatique, on va dire. Et il y en a vraiment beaucoup. On a exploré pendant ces derniers mois. Et on commence aujourd'hui avec un exemple et on va continuer avec d'autres dans les jeudis suivants. Donc, juste pour compléter, je sais que, disons, quand on parle de transition climatique, transition écologique, on pense aussi au fait que plusieurs labos et plusieurs équipes sont impliquées dans une sorte d'engagement pour changer la façon de faire la recherche, donc réduire l'impact carbone, réduire peut-être les voyages et tout ça. Alors ça, c'est très intéressant, l'UFR le suit avec attention. Et là, par contre, on se concentre sur l'autre volet, comme on avait dit avant, donc comment la recherche de base fondamentale peut aider pour la transition écologique. Ce sont deux aspects qui, à mon avis, sont importants, tous les deux. Donc voilà, avec ça, bienvenue encore et on va écouter avec plaisir les intervenants d'aujourd'hui. Je vais vous présenter donc quelques travaux que nous menons actuellement au PMMH avec Benjamin Thiria et Ramiro Godoy Liana. Et cette présentation s'intitule « Transmission, réflexion et absorption de vagues par des rangées de structures verticales le long d'un littoral ».
Alors d'abord, quelques éléments de contexte sur pourquoi on s'intéresse à ça. On s'intéresse plus précisément à l'absorption et à la dissipation d'énergie des vagues par des structures verticales souples, en s'inspirant de végétation aquatique comme le varech par exemple, qui sont capables de supporter les efforts produits par les vagues qui sont très intenses. On a deux objectifs en tête qui sont d'une part d'essayer de générer de l'électricité à partir du mouvement de nos structures artificielles et d'autre part de contribuer à la protection du littoral. Et donc pour ce faire, on voudrait développer des modèles mathématiques qui nous permettent de représenter efficacement et aussi fidèlement que possible de grands ensembles de telles structures verticales. Et le but final de ce type de modèle mathématique, ce serait de pouvoir optimiser les paramètres de ces structures, donc les paramètres en termes de matériaux, de dimensions, et aussi l'agencement de ces structures. Donc ici, sur cette image, on voit un petit peu le genre de choses qu'on aimerait faire. Pour commencer, pour se simplifier un petit peu la tâche, on part sur des structures qui sont agencées en rangées, et chaque rangée, enfin le long de chaque rangée, les structures sont régulièrement espacées. On part aussi sur des ondes qu'on considère planes, c'est-à-dire des vagues qui arrivent avec un front d'onde qui s'étend infiniment dans la direction latérale et qui va donc parcourir nos différentes rangées de structures. On cherche à répondre à plusieurs questions qui sont très importantes pour nous. D'abord, quels sont les liens entre les paramètres d'une rangée prise individuellement et le comportement de la ferme dans son ensemble, c'est-à-dire lorsqu'on va disposer nos rangées d'obstacles les uns derrière les autres. Ensuite, quel est l'impact du comportement de cette ferme sur le champ de houle environnant? Donc bien sûr, quel est l'impact en aval, c'est-à-dire entre nos installations et le littoral? Donc à quel point est-ce qu'on va contribuer à protéger ou non le littoral? Et puis aussi en amont, c'est-à-dire quelle partie de l'énergie des vagues va être renvoyée vers l'océan. Enfin, la dernière partie de l'énergie qui n'est ni transmise vers le littoral, ni renvoyée vers l'océan, elle est soit absorbée, soit dissipée par nos structures. Et ça, c'est aussi une quantité qui est importante, puisque ça représente l'énergie qui est potentiellement récupérable pour en faire de l'électricité. Voici le plan de la présentation. Je vais commencer par vous présenter les hypothèses de travail. Alors, ça peut peut-être sembler un petit peu technique, mais je dois quand même les préciser, au moins par acquis de conscience. Donc voici quelques notations qui sont importantes. En particulier, bon, ce que je vous ai déjà précisé, c'est qu'on travaille avec ce qu'on appelle des ondes planes progressives, c'est-à-dire qui se propagent. Et on part sur des hypothèses d'hydrodynamique linéaire. Le front d'onde est considéré parallèle aux différentes rangées d'obstacles et également parallèle au littoral, ce qui est une hypothèse qui est très simplificatrice, mais qui n'est pas non plus complètement aberrante, étant donné que le long du littoral, les phénomènes de réfraction, peut-être qu'Axel Créache vous en parlera, ont tendance à rendre le front d'onde parallèle au littoral. On considère que nos obstacles sont relativement minces par rapport à la longueur d'onde. Et en outre, on considère que la périodicité transverse, c'est-à-dire en gros l'espacement latéral au sein d'une rangée, va être inférieur à la longueur d'onde. Quant à la distance qui sépare deux rangées successives, elle doit être environ au moins du même ordre que la longueur d'onde. On y reviendra peut-être si on a le temps. On n'a pas besoin, pour que notre approche fonctionne, on n'a pas besoin de supposer que l'espacement est homogène entre les rangées, ni que les rangées sont forcément identiques les unes aux autres. On peut maintenant regarder le comportement d'une rangée d'obstacles et son influence sur le champ de vagues environnant. On voit ici un schéma d'une rangée d'obstacles vue latéralement. Donc, il faut imaginer les vagues arrivant par la gauche et se propageant vers la droite.
pour une onde qui arrive et qui est représentée par un coefficient qui est noté état 0 ici et qui représente en fait l'amplitude de la vague, une partie de l'onde va être transmise. Et donc, pour obtenir cette partie qui est transmise, on va simplement multiplier la vague incidente par un coefficient de transmission. Et une autre partie va être réfléchie. Et donc, on a de la même manière un coefficient de réflexion. Ces coefficients de transmission et de réflexion sont ce qu'on appelle des nombres complexes, c'est-à-dire qu'ils représentent à la fois un changement d'amplitude et à la fois un petit décalage dans le temps. Alors, pour illustrer ce que je suis en train de dire, on va regarder une petite vidéo de ce qui peut se passer quand on envoie des ondes planes le long d'une rangée d'obstacles régulièrement espacés. Ici, on regarde les vagues vues de haut, évidemment. Donc, sur la vidéo qui est en haut, on voit les vagues qui se propageraient en l'absence de tout obstacle. Donc, c'est ça, une onde plane progressive, on ne peut plus simple. Et puis, ce qu'on voit en bas, c'est la même chose quand on vient mettre nos obstacles dans ces vagues. Donc, si on regarde déjà du côté droit des vagues, c'est-à-dire la partie où l'onde est transmise, on peut observer, si on compare le graphe la vidéo du haut et la vidéo du bas, que non seulement la présence des obstacles réduit la proportion des vagues qui est transmise, donc l'amplitude en bas est légèrement plus petite que celle d'en haut, mais en plus, on peut observer que les fronts d'onde sont décalés. Et donc, ce coefficient de transmission complexe, il rend compte à la fois de ce changement d'amplitude et de ce changement de phase, c'est-à-dire ce décalage dans le temps. Quand on regarde maintenant ce qui se passe dans la partie qu'on peut appeler aval, c'est-à-dire à gauche des obstacles, en fait, une partie de l'onde est réfléchie dans la direction d'où venaient les vagues, et ces ondes réfléchies vont venir se superposer à l'onde incidente et créer des interactions, ces espèces de battements qu'on peut observer en bas et qu'on appelle des ondes stationnaires. Et on en reparlera vers la fin de la présentation parce que c'est quelque chose qui peut être important. Voilà, et donc les coefficients de transmission et de réflexion vont quantifier exactement ces deux choses-là. Les effets, enfin, quelle partie de l'énergie de la vague va être transmise en aval et quelle autre va être réfléchie en amont. Alors, il y a quelques propriétés mathématiques que doivent satisfaire ces coefficients de réflexion et de transmission. D'abord, pour des considérations plus de géométrie, en fait, on peut montrer que la somme de ces deux coefficients doit toujours valoir 1. Et puis, par ailleurs, pour des raisons de conservation d'énergie, c'est-à-dire que comme nos obstacles sont immobiles et qu'on est sous hypothèse linéaire, on ne dissipe pas d'énergie. Donc, toute l'énergie de la vague incidente doit se retrouver dans l'onde transmise et dans l'onde réfléchie. Donc ça se traduit par cette somme que la taille des deux coefficients, le module des deux coefficients au carré doit valoir 1. Ces propriétés, il est intéressant en fait de les illustrer géométriquement, et c'est ce qui est fait sur la figure en bas. On voit donc le nombre complexe t qui est représenté ici dans le plan complexe. Donc la taille du vecteur, ça représente l'amplitude de la transmission, et l'angle de ce vecteur, qui est noté phi ici sur cette figure, va représenter le décalage dans le temps induit par le phénomène de transmission. Donc ici, on voit qu'on a deux coefficients t et r, dont la somme vaut 1 et dont la somme des carrés vaut 1 également. Alors maintenant, on va s'intéresser aux cas de structures qui sont non plus fixes, mais qui sont mobiles, donc qui peuvent bouger selon un mode de déformation quelconque latéral. Donc l'onde arrive ici par la droite ou par la gauche, et cette structure va venir osciller de part et d'autre de son axe de symétrie. Alors cette fois-ci, nos coefficients de réflexion et de transmission, leurs propriétés changent un petit peu. Donc tout d'abord, on a toujours la propriété que leur somme doit valoir 1.
Ensuite, si les structures bougent librement, c'est-à-dire qu'on ne vient pas leur appliquer de force qui vient s'opposer à leur mouvement, on peut montrer que la conservation de l'énergie reste tout à fait valable, c'est-à-dire que même si la vague vient activer le mouvement de l'appareil, in fine, l'appareil va également, lui, influencer le mouvement des vagues et va restituer aux vagues l'énergie qui lui a été fournie. Donc en fait, on a toujours cette conservation de l'énergie. Par contre, si on vient opposer une force au mouvement, et donc avec un mécanisme quelconque, on va venir récupérer une partie de l'énergie du mouvement de la structure, et à ce moment-là, on aura, le champ de vague aura perdu une partie de son énergie. Plus précisément, comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer l'énergie du mouvement d'une structure oscillante comme celle-ci? On peut, de manière assez simple, appliquer une force qui est proportionnelle à la vitesse et qui va venir donc s'opposer au mouvement, qui va venir, entre guillemets, amortir le mouvement de la structure. C'est vraiment cette force qui va permettre de récupérer l'énergie de l'oscillation. On peut également appliquer une force de raideur qui va être, elle, proportionnelle non pas à la vitesse, mais à la position de l'appareil. Et c'est cette seconde force qui, elle, ne permet pas isolément de récupérer de l'énergie, mais permet d'ajuster ce qu'on appelle la résonance de l'appareil, c'est-à-dire qu'on va pouvoir permettre à l'appareil d'avoir des amplitudes de mouvement élevées pour une fréquence de vague donnée. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut visualiser ces nouvelles propriétés et comment les paramètres de contrôle qu'on vient d'évoquer vont avoir une influence sur la transmission et la réflexion d'énergie par nos structures. Donc on repart sur notre cercle sur lequel on avait visualisé les coefficients de transmission et de réflexion sur quelques slides auparavant. On a donc notre coefficient de transmission pour les structures fixes, qui est ici indiqué par un premier point. À présent, si on laisse les structures osciller librement selon leur mode de mouvement, comme je le disais avant, comme on n'applique ici pas de force pour venir s'opposer au mouvement de la structure, on va rester non dissipatif, c'est-à-dire que l'ensemble de l'énergie reste dans les vagues. Donc on reste en fait sur ce cercle, le coefficient de transmission va rester sur le long de ce cercle noté C. Lorsqu'on va venir appliquer cette force de raideur proportionnelle à la position de l'appareil, on va venir en fait décaler l'emplacement de ce coefficient de transmission le long de ce cercle. Et par contre, quand on va venir appliquer une force qui résiste à la vitesse de l'appareil, on va s'enfoncer à l'intérieur de ce cercle, le long de ces arcs qui sont indiqués par des lignes grises. Donc en fait, ça veut dire que en changeant nos paramètres de contrôle de l'appareil, on peut obtenir exactement le comportement qu'on souhaite en termes de réflexion et de transmission. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que quand on va venir mettre les rangées les unes derrière les autres, elles vont interagir entre elles via ces coefficients de transmission et de réflexion. Il y a donc oui, un cas particulier, c'est quand nos deux paramètres d'amortissement et de raideur sont très grands. À ce moment-là, on va venir complètement empêcher la structure de bouger, et donc on va bien retrouver le cas de notre structure fixe. Un autre cas intéressant, c'est quand on va bouger le paramètre de raideur de manière à être en résonance avec les vagues. C'est là que l'amplitude des mouvements va être maximale. Et on voit qu'ici, en fait, par rapport au cas fixe, le rôle de la transmission et de la réflexion sont inversés. Enfin, il y a un cas qui est très important et qui est bien connu de tous les gens qui travaillent dans la récupération d'énergie des vagues. C'est ce qu'on appelle le contrôle optimal pour les convertisseurs d'énergie des vagues. C'est en fait les paramètres de contrôle qui permettent de récupérer un maximum d'énergie de la houle incidente. Donc celui-ci, on l'obtient avec un certain jeu de paramètres KU et BU dont je vous parlais.
Et alors, pour cette configuration-là en particulier, on peut montrer qu'en fait, on récupère exactement la moitié de l'énergie qui est dans la houle incidente. Et ça, c'est un résultat qui est très connu des gens qui s'intéressent à l'énergie des vagues. Donc, dans cette configuration, la moitié de l'énergie est absorbée par la structure et potentiellement récupérable, tandis que le reste de l'énergie se partage équitablement entre transmission et réflexion. On peut également montrer qu'en fait, l'énergie récupérée, elle est inversement proportionnelle à la distance par rapport au centre du cercle. Donc, voilà, plus on est proche du centre de ce cercle en termes de transmission, plus l'énergie récupérée est importante. Si on est le long du cercle, c'est-à-dire là où sont nos 2 points noirs, par exemple, on ne récupère aucune énergie puisque la totalité de l'énergie qui arrive se retrouve dans la réflexion et la transmission. Donc les résultats vraiment à retenir, en dehors des aspects un peu techniques, c'est qu'avec une stratégie de contrôle bien choisie, on peut atteindre n'importe quel point dans le cercle C ici, c'est-à-dire choisir exactement les propriétés voulues en termes de transmission, de réflexion et d'absorption d'énergie. Et plus on est proche du centre du cercle, plus l'énergie absorbée est importante. À présent, on peut regarder ce qui se passe lorsqu'on va disposer plusieurs rangées les unes derrière les autres. Donc, connaissant les coefficients de réflexion et de transmission pour chaque rangée, ainsi que l'espacement entre les rangées, comment est-ce qu'on obtient les propriétés globales de notre ferme de structure oscillante en termes d'absorption et de transmission et de réflexion? La question n'est pas si simple parce qu'en fait, quand on va mettre deux rangées l'une derrière l'autre, la première rangée va transmettre une partie de son énergie, mais en retour, la seconde rangée va réfléchir une partie de cette énergie vers la première rangée et ainsi de suite. Donc, il faut trouver une méthode qui prenne en compte ces jeux d'interaction. Pour ce faire, on va adopter une approche récursive dans laquelle on va venir en fait ajouter les rangées progressivement les unes derrière les autres. Donc on peut montrer qu'en fait, en ayant résolu le problème de réflexion et de transmission pour un ensemble de rangées, pour 2 ensembles de rangées différents, en fait, on va pouvoir venir concaténer ces 2 ensembles de rangées les uns derrière les autres à travers les formules mathématiques que j'ai écrites à droite du transparent. Et puis aussi, dans le cas particulier où toutes les rangées sont identiques et leur espacement homogène, on a des formules analytiques qu'on peut utiliser pour trouver directement leur coefficient de transmission, de réflexion et l'absorption d'énergie. Alors, où est-ce que tout ça peut nous mener si on veut essayer d'appliquer ça à un cas, alors on ne va pas dire concret parce qu'on est encore très loin d'une étude de cas réaliste, mais quel genre de choses est-ce qu'on aimerait pouvoir observer à partir de ces modèles? Donc, il faut savoir d'abord que dans l'océan, l'énergie, elle n'est pas juste à une fréquence, ce n'est pas juste une sinusoïde, comme on l'a vu dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, mais l'énergie des vagues couvre une vaste étendue de fréquences. Et ça, c'est décrit par ce qu'on appelle le spectre de Houlle. Je ne sais pas si Axel vous en parlera peut-être. Ce spectre de Houlle décrit la répartition de l'énergie des vagues selon la fréquence. Ça, c'est un exemple de spectre de Houlle. En abscisse, on voit la fréquence en Hertz, et en ordonnée, ce qui s'appelle la densité spectrale de puissance, qui quantifie l'énergie du signal de vague à chaque fréquence. On va donc faire l'hypothèse qu'on a un spectre de Houlle de cette forme-là, et on va simuler numériquement un nombre n de rangées de structures pour se simplifier la vie un peu et rendre les résultats plus lisibles. On va supposer d'abord qu'elles sont toutes identiques. Donc la situation est schématisée en bas à droite. J'ai noté ici l'emplacement de la première et de la dernière rangée. Entre les deux, il peut y avoir autant de rangées qu'on souhaite. On a notre spectre de Houlle incident qui s'appelle S0. Et puis, ce spectre, une fois qu'il va avoir interagi avec notre ferme, une partie va être transmise vers le littoral, une partie de ce spectre va être au contraire réfléchie vers l'océan, et enfin, ce qui manque, c'est que cette énergie aura été absorbée par nos structures oscillantes. Ce
qui va nous intéresser particulièrement, c'est quel est l'équilibre en fait entre ces trois spectres, transmis, réfléchi, absorbé. On va d'abord regarder le cas de structure fixe. Donc si vous vous souvenez, dans le cas de structure fixe, les coefficients de réflexion et de transmission sont sur le fameux cercle là que je vous ai montré. Et donc, il n'y a pas de dissipation ou d'absorption d'énergie par les structures, puisqu'elles n'ont pas de mouvement. Donc, dans ce cas, toute l'énergie qui est incidente va être répartie entre une énergie transmise vers le littoral et une énergie réfléchie vers l'océan. Donc, on va regarder des rangées de ce type-là, comme indiqué à gauche. D'abord, avec 5 rangées. Donc là, on regarde sur cette figure, on a le spectre incident qui est indiqué en pointillé noir, le spectre transmis indiqué en bleu, et enfin le spectre réfléchi indiqué en rouge. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'avec seulement 5 rangées de structures fixes qui occupent ici la moitié de la largeur de l'espace latéral, avec nos rangées de structures fixes, donc 5 rangées, la plupart de l'énergie est en fait transmise vers le littoral. On ne vient pas amortir spécifiquement ce qui se propage vers le littoral. En augmentant le nombre de rangées, on obtient plus nettement un phénomène qui est intéressant, c'est qu'il y a des endroits du spectre de fréquence dans lesquels la réflexion va devenir très importante. Donc on voit que le spectre réfléchi là présente des espèces de bandes dans lesquelles la réflexion est très importante et au contraire la transmission diminue. Ça, c'est lié en fait à l'espacement entre les rangées et c'est lié à des phénomènes qui sont assez bien connus des physiciens qui travaillent sur les matériaux et l'optique. Donc c'est ce qu'on appelle des phénomènes de Bragg. Donc quand en fait l'espacement entre les rangées est proche d'une demi-longueur d'onde, on va avoir une réflexion très importante. Et donc c'est ce qu'on observe ici. On peut même regarder le cas asymptotique d'un très grand nombre de rangées. Et là, on va carrément avoir des bandes dans lesquelles la réflexion est parfaite et la transmission nulle. Mais bon, tout ça, ça ne protège pas grand-chose du littoral, sauf sur certaines fréquences très spécifiques. Si on veut essayer de faire un petit peu mieux, on pourrait augmenter la largeur des obstacles, donc diminuer l'espace entre les obstacles, donc intuitivement avoir un blocage plus important. Donc on voit en effet qu'on fait mieux en termes de réflexion, c'est-à-dire qu'on va transmettre moins d'énergie vers le littoral, en particulier dans les bandes dans lesquelles la réflexion est importante. En fait, plus précisément, on va élargir les bandes de fréquences dans lesquelles la réflexion est importante. Mais là, comme on le voit sur le schéma à gauche, pour obtenir ça, on a dû installer des appareils qui occupent la quasi-totalité de la largeur avec un espacement entre eux qui est extrêmement petit. Et ça, clairement, ça ne peut pas sembler très réaliste d'un point de vue industriel ou voilà, aucun bateau ne peut circuler entre ces obstacles. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de très souhaitable. Donc, la conclusion de cette première partie de l'étude, c'est de dire, avec des obstacles fixes comme ça, de ce genre-là, même avec un nombre infini de rangées, on ne peut pas vraiment contribuer de manière efficace à la protection du littoral, sauf dans des bandes de fréquences extrêmement étroites. On va maintenant regarder le cas un peu plus intéressant de structures mobiles, donc qui vont nous permettre de récupérer une partie de l'énergie. On va regarder une première stratégie de contrôle, donc c'est nos deux paramètres de tout à l'heure qu'on pouvait régler, et là on va regarder ce qui se passe quand on applique la loi de contrôle optimal sur chaque rangée, c'est-à-dire que pour une rangée individuellement, ce sont les paramètres qui permettent de récupérer le maximum d'énergie. Avec une seule rangée, on voit donc le spectre incident en pointillé noir, le spectre absorbé en vert et le spectre réfléchi en rouge. On ne voit pas le spectre transmis. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est caché derrière le spectre réfléchi.
Donc ici, le spectre absorbé, c'est exactement la moitié du spectre incident. Donc c'est ce que je vous disais, que l'énergie maximale qu'on peut obtenir, c'est exactement 50% de l'énergie incidente pour une seule rangée. Maintenant, quand on va venir ajouter d'autres rangées, on va avoir encore plus d'absorption d'énergie, ce qui est logique. Et également des pics de réflexion assez marqués, tandis que la transmission, elle, est quasiment à zéro, on la voit à peine là tout en bas du graphe, en bleu. Finalement, quand on fait tendre le nombre de rangées vers l'infini, on obtient ces courbes en pointillés, et on voit qu'on va venir, on tend donc vers ces courbes avec des pics de réflexion qui sont exactement à ce qu'on appelle les fréquences de Bragg, donc c'est-à-dire ces fréquences pour lesquelles il y a une proportionnalité entre une demi-longueur d'onde et l'espacement entre les rangées. À présent, ah oui, et ce qui est également intéressant de préciser, c'est qu'on a obtenu ça avec des structures qui, elles, sont toutes petites, qui sont schématisées à gauche de ces graphes-là, alors que pour obtenir un effet significatif avec des structures fixes, il nous fallait des structures très larges. À présent, on regarde une autre stratégie de contrôle. Donc le point rouge qu'on avait avant se déplace, comme vous pouvez le voir, un peu plus vers le cas fixe. Ça veut dire qu'en fait, on va venir appliquer une force résistive beaucoup plus importante, qui ne permet pas d'être optimale pour le cas d'une seule rangée, mais qui peut avoir plusieurs avantages pratiques. Mais ça, je ne peux pas entrer dans les détails vraiment là-dessus, mais si ça vous intéresse, on pourra en discuter après. Donc pour des raisons pratiques, cette stratégie, qu'on peut appeler suramortie, peut être intéressante. Donc dans le cas d'une seule rangée, on va voir que l'énergie absorbée par rapport au graphe du haut, elle est plus basse. Donc ça, c'est une traduction du fait que ce choix de paramètres n'est pas optimal pour une seule rangée, c'est ce qu'on sait. Par contre, l'énergie transmise est plus importante et l'énergie réfléchie est moins importante. Mais maintenant, on va venir ajouter plusieurs rangées. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'énergie absorbée avec ce choix de paramètres est déjà plus importante qu'avec la stratégie de contrôle précédente. Donc ça, c'est une illustration intéressante du fait que des paramètres qui sont optimaux pour une rangée ou un appareil ne sont pas nécessairement optimaux pour un ensemble d'appareils. Et enfin, quand on fait tendre le nombre de rangées vers l'infini, on va de nouveau avoir des pics de réflexion très marqués, mais extrêmement étroits, localisés à nos fréquences de Bragg. Et on peut voir également que l'énergie absorbée, c'est quasiment 100% de l'énergie incidente en dehors de ces fréquences de Bragg. Donc on peut voir en fait que là, notre seconde stratégie de contrôle, qui n'est pas optimale pour une seule rangée, semble préférable dans le cadre d'une multitude de rangées, puisqu'on a absorbé quasiment toute l'énergie incidente. Il n'y a, pour ainsi dire, aucune énergie qui est transmise vers le littoral, et un peu d'énergie réfléchie à des fréquences extrêmement localisées. Une autre chose qu'on a regardée... Est-ce que vous pouvez conclure pour qu'on ait 5-5 minutes pour cette discussion? J'ai peut-être un peu débordé. Je suis Vous avez un désolé. petit peu dépassé, mais voilà, vous prenez encore 2 minutes pour conclure. Bon, alors, donc juste pour dire rapidement que nous avons aussi regardé l'effet de la réflexion sur le champ de houle en amont des obstacles, et qui va créer en fait des figures d'interaction qui va venir renforcer énormément le contenu énergétique à certaines fréquences et à certains emplacements, de la même manière qu'on avait nos ondes stationnaires dans l'exemple, dans la vidéo que je vous ai montré au début de la présentation. Que ces effets-là, on peut éventuellement les limiter en changeant l'espacement entre les rangées. Donc en conclusion, en résumé, on peut voir notre ferme de structure verticale comme un genre de métamatériau dont on peut venir modifier les propriétés en changeant les paramètres géométriques et les paramètres de contrôle des rangées individuelles. Et notre modèle, qui est en fait assez simple mathématiquement, nous permet quand même d'observer des comportements assez variés.
Ce modèle est quand même assez limité en termes de réalisme pour le moment, mais on devrait pouvoir le complexifier progressivement, notamment pour inclure les effets de la dissipation dans le fluide et éventuellement au sein de chaque appareil. Également en améliorant la représentation de la directionnalité des vagues qui, dans la vraie vie, ne viennent pas toutes comme ça d'une même direction. Enfin, affiner notre représentation du mode de mouvement des structures. Et pour finir, modéliser l'interaction avec le littoral qui va en fait venir réfléchir une partie de cette énergie vers notre ferme, donc ce qui va un peu modifier les résultats. Voilà, bon, bah, merci beaucoup de votre attention. Désolé d'avoir un petit peu dépassé, j'espère qu'on aura quand même le temps pour quelques questions. Merci beaucoup Alexis Mérigot, c'était très, très intéressant. Donc, vous avez un petit peu dépassé, mais je pense que c'était nécessaire d'aller au bout pour qu'on comprenne bien toute la démarche. Alors, il y a une première question à laquelle votre collègue a déjà répondu. On peut peut-être le dire, c'était l'inspiration initiale de l'étude. Donc, il est répondu que l'inspiration vient d'un modèle de canopée sous-marine artificielle permettant de dissiper à plus ou moins grande échelle l'énergie des vagues. Est-ce que vous voulez compléter ce point, Alexis, ou la réponse non, bah, c'est tout à fait bien répondu. Ouais. Et alors, bon, à ce stade, on est un petit peu flou pour le moment entre dissipation et absorption. Évidemment, dans la vraie vie, les algues, elles ne vont pas venir absorber l'énergie des vagues. Voilà, elles ne fonctionnent pas comme ça. Elles vont par contre la dissiper autour d'elles. Donc nous, par contre, l'enjeu, ce serait que cette énergie, au lieu d'être dissipée, soit au maximum absorbée pour produire de l'électricité. Donc ça, c'est une différence avec l'idée d'une canopée normale, enfin, de la vraie vie. Alors, sur la fin, vous montrez qu'une force résistive permet d'augmenter l'énergie absorbée, Oui. mais cette force résistive, elle nécessiterait de l'énergie. Donc, est-ce que là, il y a un compromis à trouver entre l'énergie consommée pour cette force et l'énergie résultante? Alors cette force résistive, c'est au contraire, c'est une force vraiment purement passive. On vient juste s'opposer au mouvement. Alors que le paramètre K du contrôle, si vous vous souvenez, il y avait deux paramètres B et K. Le B, c'est la force résistive qui va être vraiment complètement passif. Alors que pour fournir une force réactive, qu'on appelle réactive, c'est-à-dire le K, là, il va falloir par moment venir pousser l'appareil ou fournir vraiment de l'énergie. Et ça nécessite des machineries très efficaces d'un point de vue énergétique. Donc, ce n'est pas forcément souhaitable de jouer sur le paramètre K. Il vaut mieux avoir un B important et un K moins important. Donc, c'est le matériau, en quelque sorte, qui jouera le rôle de cette force résistive. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de commencer à explorer. Quelle est la différence entre un matériau souple et un matériau rigide, un peu plus traditionnel, dans lequel on va avoir un mécanisme traditionnel? Ok, alors il y a d'autres questions. Luc Abadi demande que se passerait-il si les rangées étaient décalées? Donc, les unes par rapport aux autres? J'imagine que ça veut dire ça, avec chaque dispositif est décalé par rapport à son voisin. Alors ici, vu les distances entre les rangées qu'on considère, ça n'aurait pas d'influence. Parce que, comme on peut le voir sur sur la vidéo en début de présentation, ce qui va ressortir de l'autre côté de la rangée, c'est une onde plane. Donc, en fait, cette onde, elle va rester une onde plane, elle ne va pas être décalée spécifiquement par un décalage des rangées. Donc dans ce modèle-là, ça n'intervient pas. Par contre, si on regardait vraiment des rangées très proches les unes des autres, il faudrait regarder ces effets de décalage, effectivement. Très bien, alors une autre question de monsieur ou madame Janopoulos. Vu qu'il existe déjà sur le marché des solutions permettant d'absorber l'énergie des vagues pour produire de l'électricité, quelle est la valeur pour l'installation en euros par kilowatt pour ce type de matériaux que vous utilisez? Je pense que c'est peut-être une question un peu trop prématurée, j'imagine. C'est une question qui est effectivement prématurée et qui est un peu, mais c'est la question dont on préfère ne pas trop parler quand on s'intéresse à l'énergie des vagues, c'est-à-dire le prix au kilowattheure. Bon, des solutions qui existent, alors oui, des prototypes, il y en a énormément. Des solutions qui sont commercialement viables, pour le moment, à ma connaissance, il n'y en a pas.
Donc voilà, même pour les prototypes les plus avancés, il y a très peu de chiffrage. Donc là, à ce stade, nous, on serait bien incapable de chiffrer, d'autant plus qu'on n'a pas encore regardé en détail quels matériaux on souhaiterait utiliser. Puisqu'on est sur la question des prototypes, est-ce que vous savez si dans le monde, il y a d'autres équipes qui font des études expérimentales, pour le coup, avec des microsystèmes, des systèmes mimant l'énergie des vagues dans des bassins, par exemple, avec des prototypes de ce type-là? Alors, nous, on a fait des expériences à très petite échelle au labo, et, enfin, notamment une thésarde qui était là avant moi, qui s'appelle Clotilde Nové-Josserand. Et sinon, oui, il y a beaucoup de labos dans le monde qui s'intéressent à l'énergie des vagues. En France, on peut citer notamment Centrale Nantes, où ils font vraiment beaucoup de choses. Ils ont des installations qui sont même pas à si petite échelle que ça. Ils ont d'assez grandes infrastructures de test. Donc oui, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et vous collaborez avec eux ou pas du tout? Non. Pour des raisons... pour quelles raisons? C'est que, enfin, là, pour le moment, de toute façon, on n'est pas à ce stade forcément du projet. D'accord. Voilà, après, c'est pas du tout des portes qu'on se ferme. Il y a d'autres possibilités. Il y a aussi des gens à l'université du Havre avec qui Ramiro et Benjamin sont en contact et avec qui il est envisagé de faire des tests en bassin. Si je peux me permettre de dire un truc à ce propos, il y a un GDR énergie marine renouvelable où il y a un des axes correspondent aux énergies des vagues. Donc, on ne collabore pas directement avec les gens de Nantes, mais on est dans le groupe de recherche et pour ces questions. Voilà. Donc, Okay. ça, je vais mettre sur le chat le lien, comme ça vous pouvez regarder. Merci, oui. Alors, il y a encore deux petites questions techniques. Une de Marco, est-ce qu'on étudie le comportement en fonction du nombre de rangées? Cela croît, arrive à un asymptote, comment? Et puis, deuxièmement, la question de la profondeur de l'eau. Et puis, il y a une autre question de Sébastien Brochek, et là, on en terminera là parce sinon, on n'aura pas le temps. A-t-on mené une réflexion sur les incidences de ce dispositif sur la biodiversité marine? Alors, d'abord, la question de Marco sur le nombre de rangées. Question sur le nombre de rangées. Donc oui, quand on fait tendre le nombre de rangées vers l'infini, ce sont les courbes que je vous ai montrées au niveau des résultats. Quand on faisait tendre n vers l'infini, oui, il y a un comportement asymptotique qui est très net et identifiable. OK. Sur la profondeur d'eau? Sur la profondeur, ici, dans ce cas de figure-là, je ne sais plus si on est à 20 mètres ou à 30 mètres. Bien sûr, ce ne serait pas réaliste de modéliser des structures comme ça dans des profondeurs de 100 mètres. Donc là, on regarde des profondeurs un petit peu plus modestes. D'accord. Et sur la biodiversité, alors j'imagine que vous n'avez pas fait d'études vous-même, mais est-ce que dans le monde, ce type d'études est mené sur les incidences portant sur la biodiversité marine? Alors, je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'impact des systèmes houlomoteurs sur la biodiversité marine. À la conférence qui s'appelle UTech, par exemple, qui a lieu tous les 2 ans en Europe, il y a des sessions qui sont consacrées à ce sujet. Alors, moi, ce n'est pas du tout ma spécialité, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup là-dessus. Pareil, ça peut sembler assez prématuré dans la mesure où il n'existe à ce stade aucun modèle qui soit commercialement viable. Voilà. Mais je pense que c'est des questions qui sont très intéressantes et qu'il faudra forcément regarder d'un jour ou l'autre, de même que les questions réglementaires liées à l'installation si on imagine un grand champ de structures oscillantes comme ça le long d'une côte, il va y avoir aussi beaucoup d'autres problèmes que seulement la biodiversité, mais également des aspects réglementaires à ne pas négliger. Très bien, merci Alexis. On va passer à Axel. Est-ce que vous pouvez donc arrêter le partage de votre écran? Bien sûr. Merci à tout le monde pour vos questions. Donc, Axel Créage, donc, à vous la parole donc, sur une approche géographique, cette fois-ci, du littoral. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez confirmer que l'écran, vous le voyez correctement? C'est bon? Oui, c'est parfait. Oui. Alors, merci pour l'organisation de ce webinaire et puis merci beaucoup à Alexis pour sa présentation qui va effectivement trouver des échos avec ce dont je souhaite vous parler aujourd'hui, notamment sur le fait que les installations humaines, qu'elles soient en mer ou à terre, peuvent avoir un impact sur les vagues. Et puis évidemment, les vagues en tant que source d'énergie vont impacter également ces installations.
Alors, ma présentation, elle est un peu différente de celle d'Alexis dans la mesure où c'est plutôt une synthèse des connaissances qu'on a aujourd'hui sur ces questions, plus que la présentation d'un projet de recherche. Donc, ma présentation aura peut-être plus vocation à susciter des questions qui amèneront probablement des questions. Donc, j'invite Jean-Jacques évidemment à me faire tenir le temps qui m'est imparti pour qu'on puisse en discuter ensuite. Alors, pour commencer cette présentation, j'ai pris cette photo d'une photo assez commune. Je pense que tout le monde a eu l'occasion de voir ces photos qui sont très belles du phare de la Jument au large de l'île d'Ouessant, qui a été prise lors d'une tempête. Et cette photo, je l'ai choisie alors déjà pour définir le sujet. J'entends ici par vagues, les vagues qui sont générées par le vent et par souvent des tempêtes sont les vagues les plus importantes. Je ne parlerai pas du tout de vagues de tsunami ou de vagues scélérates. Alors, l'autre raison qui m'a poussé à choisir cette photo, c'est qu'on voit cette grande gerbe d'eau qui entoure le phare de la Jument. Et l'énergie de ces vagues a un impact considérable sur cette structure, puisque le phare a été construit au début du XXe siècle. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte que la structure bougeait, que le phare oscillait au moment où on avait des vagues particulièrement puissantes, ce qui avait amené très rapidement ensuite à mener des travaux de consolidation sur la structure du phare. Il avait notamment été ancré dans son récif avec 2 câbles métalliques tendus, et à la tempête suivante, il y a un des câbles qui a lâché. Et depuis 100 ans, le phare tient en fait sur son rocher simplement avec un seul câble. Bon, heureusement, il tient toujours, hein, donc c'est la preuve de sa solidité, mais ça témoigne aussi de la force des vagues qui peut impacter une telle structure. Et puis, donc c'est le premier élément, hein, que les vagues vont avoir un impact sur les installations humaines. Et puis, en retour, ces installations humaines, elles vont aussi impacter les vagues, puisque cette photo et la vague qu'on voit sur cette photo, elle n'est possible que parce qu'on a la présence du phare. C'est la présence du phare qui va faire que cette vague va prendre la forme d'une gerbe. Si le phare n'était pas là, on aurait une vague comme on voit sur le reste de la photo. Donc, en retour, hein, cette vague, elle va aussi être impactée par les installations humaines. Donc, c'est les 2 éléments sur lesquels je voulais insister dans la présentation d'aujourd'hui. Encore une fois, plutôt dans une dimension synthèse des connaissances qu'on peut avoir sur ces sujets aujourd'hui. Alors, pour le plan de la présentation, je vais revenir d'abord sur l'impact de la houle et des vagues à la côte. Ensuite, on verra les enjeux qui sont liés aux activités humaines et dans quelle mesure ces activités humaines peuvent en retour influencer le comportement des vagues. Et puis, j'ai sélectionné quelques petits cas d'études ensuite pour illustrer cette double dynamique. Et puis, une conclusion plutôt sur la dimension changement climatique qui pourrait évidemment apporter des modifications sensibles sur tous ces éléments. Alors, cette première partie sur la houle à la côte, elle va forcément faire écho avec ce qu'a présenté Alexis. La première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que la houle, c'est quelque chose qui est généré par le vent, qui se propage en mer sous la forme d'une onde. Et lorsque cette onde se rapproche de la côte, elle va être modifiée par le fait que la profondeur va diminuer. Et ces modifications, elles sont importantes puisqu'elles vont modifier du coup le comportement des vagues. Donc, 3 modifications principales. La première, c'est ce qu'on appelle la réfraction. Donc, c'est lié directement à la remontée des fonds marins, à l'approche des côtes, et ça va tendre à faire que les vagues vont devenir parallèles au trait de côte. Et sur cette photo, on le voit bien, vous avez une forme relativement arrondie ici du trait de côte, et puis on voit bien que les vagues ont tendance à être relativement parallèles à ce trait de côte. Alors, le parallèle n'est pas parfait, il existe un angle d'incidence, mais en tout cas, les vagues ont tendance à déferler parallèlement au trait de côte. Alors, la deuxième chose, c'est donc la diffraction, dont a parlé également Alexis. Donc, lorsqu'une houle aborde un obstacle émergé, elle va avoir tendance à le contourner. Alors, toujours sur cette photo, vous pouvez observer ici une pointe, et cette pointe, en fait, elle va changer la direction de la houle. Vous pouvez voir sur la partie supérieure de la photo qu'on a une houle qui vient de la partie légèrement oblique sur la droite, et qu'au sud de la pointe, on voit très bien que la houle a changé
d'orientation, et ce changement d'orientation est directement lié à la présence de la pointe ici. Donc, on a une rotation autour de la pointe. Et la troisième modification, c'est donc la réflexion. La réflexion, c'est lorsque une houle ou la vague vient frapper un obstacle dur, l'énergie de la vague va être renvoyée dans la direction opposée. Alors, j'ai une petite vidéo ici pour illustrer tout ça. Donc, il faut bien noter la présence du mur. Et puis, sur cette vidéo, vous allez voir que les vagues initiales arrivent d'une certaine direction et elles repartent dans une direction différente une fois qu'elles ont frappé l'obstacle. Donc ça aussi, ça va avoir un impact important. Ici, vous voyez directement des installations humaines qui sont plus près du trait de côte, et elles vont du coup subir aussi l'influence de ces modifications de la houle. Donc la houle, quand elle approche le littoral, elle va être déformée par ce littoral, et une fois qu'elle touche le littoral, l'onde de la houle est déséquilibrée, et là, du coup, ce déséquilibre va créer ce qu'on appelle la vague. Et donc la vague en elle-même, elle va aussi avoir de l'énergie. Elle va avoir de l'énergie à la fois quand elle va déferler, donc elle va monter sur la plage ou sur n'importe quelle autre structure, et c'est ce qu'on appelle le jet de rive. Et une fois que la vague a déferlé, elle va se retirer, et puis ensuite on a une vague suivante qui va déferler. Donc quand la vague se retire, on a ce qu'on appelle la nappe de retrait, et cette nappe de retrait, elle a aussi une énergie qui peut être source de transport notamment. Et j'indique ici une figure qui montre l'ensemble des dynamiques qui affectent les sédiments, en l'occurrence sur une plage. Donc, vous pouvez voir un ensemble de flèches, c'est un peu confus comme ça. Donc c'est l'ensemble des mouvements, notamment de sable qu'on peut retrouver sur une plage. Alors si je montre cette figure, c'est pour illustrer le fait que les vagues ici, elles vont avoir une double influence sur ce transport. D'une part, le fait que quand la vague déferle, qu'elle crée un jet de rive et ensuite une nappe de retrait, ça va être propice à un transport de sédiments ou de n'importe quel autre matériau de façon perpendiculaire au trait de côte. On va avoir des sédiments qui vont alternativement monter et descendre avec l'énergie des vagues. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, par rapport aux éléments qui ont été présentés dans les diapos précédentes, c'est que les vagues vont aussi avoir la capacité de transporter des sédiments ou tout autre matériau de façon parallèle au trait de côte, et c'est ce qu'on appelle ici les courants des rives littorales. Donc, on va avoir des transports dans deux axes, perpendiculaires et parallèles au trait de côte. Donc, de manière perpendiculaire, on va avoir des transports qui vont se faire soit dans le sens montée sur la plage, soit dans le sens justement départ vers le large. Et en l'occurrence, lorsque l'énergie de la nappe de retrait est supérieure à celle du jet de rive, on va avoir un départ de sédiments vers le large. Alors, cette énergie, elle est loin d'être négligeable. Je vais vous montrer à nouveau une petite vidéo qui a un titre un peu racoleur. Vous voyez, c'est noyade du côté de Port-Salle. Je vous rassure que les images sont impressionnantes, mais il n'y a pas eu de noyade, en l'occurrence. Donc, ce qui est intéressant à voir sur cette vidéo, c'est, d'une part, vous voyez la force que peut avoir le jet de rive ici. Et puis ensuite, vous voyez aussi la force que peut avoir la nappe de retrait. Et là, il y a une personne qui est directement emportée par la force de la vague quand elle repart. Alors, je rassure tout le monde, heureusement, il n'y a eu aucun décès. L'histoire s'est bien terminée, même si, évidemment, elle aurait pu bien mal se terminer. Et puis, à ce titre-là, au mois de mars, lors des dernières grandes marées en Bretagne, il y a 3 personnes qui sont quand même mortes, emportées par des vagues comme celle-ci. Bon, cette vidéo, elle est impressionnante, mais elle permet d'illustrer la force que peut avoir une vague à la fois quand elle déferle, mais aussi quand la nappe de retrait repart vers le large. Alors, deuxième élément, donc les vagues ont aussi la capacité de transporter des sédiments de manière parallèle au trait de côte. C'est ce qu'on appelle le courant de dérive littorale. C'est peut-être quelque chose qui est moins intuitif, on a peut-être moins à l'esprit, et pour autant, ça génère des transports qui sont loin d'être négligeables, puisque vous avez à gauche de cette figure, de cette diapo, les volumes annuels qui sont transportés le long des côtes des Landes de Gascogne.
Donc, alors pour donner une petite idée sur les ordres de grandeur qui sont indiqués ici, vous avez un transport qui se fait globalement du nord vers le sud, et vous avez le chiffre de 740 000 mètres cubes qui est indiqué à peu près au milieu de la figure. 740 000 mètres cubes de sable qui transitent vers le sud annuellement, c'est comme si tous les jours on remplissait 60 conteneurs de sable et que ces conteneurs partaient vers le sud. Donc, c'est des volumes qui sont quand même très importants. Alors, cette dérive littorale, on ne la voit pas forcément à l'œil nu, mais on la voit en fait souvent quand elle est bloquée, quand on a un obstacle dans ce transport de sédiments. Et vous avez ici une illustration classique d'une plage. Donc ici, on a une dérive littorale qui se fait de la droite vers la gauche de la photo. Et cette dérive littorale, donc ce transport de sable imagé par des conteneurs, est bloqué ici par la présence d'un mur, donc un épi. Et ce mur, en fait, il va entraîner le blocage de la dérive littorale. Donc, on va avoir une accumulation du côté duquel vient ce courant de dérive littorale. Et du coup, derrière, on va avoir un déficit en sédiments. Et du coup, on va avoir une dynamique érosive importante. Et vous voyez que la différence de hauteur, elle est quand même loin d'être négligeable. Vous avez presque 2 mètres de différence de hauteur entre la droite et la gauche de la photo. Donc, cette dérive littorale, elle est aussi un agent de transport qui est extrêmement puissant, qui va forcément aussi avoir un impact sur les installations humaines qui sont au plus proche de la côte. Et en même temps, ces installations humaines, comme sur la photo ici, peuvent avoir un impact, en l'occurrence plutôt négatif, sur ces transports en les bloquant. Alors, tout ça, ça serait évidemment relativement indolore pour nos sociétés si les hommes ne s'installaient pas aujourd'hui aussi proches du littoral. Et vous avez ici une illustration du sillon de Paramé à Saint-Malo. Et on voit indirectement que les constructions sont situées à quelques mètres de la mer. Et forcément, quand on a des vagues relativement importantes, on a forcément un impact direct sur les constructions les plus proches. Donc, cette deuxième partie, je vais intituler des hommes de plus en plus nombreux et de plus en plus près. Alors, des grandes tendances actuelles, c'est ce qu'on appelle la littoralisation et la maritimisation des sociétés. Alors, cette littoralisation, elle se fait sous l'influence de 2 principaux facteurs. Le premier, c'est la mondialisation des échanges. On parle de maritimisation et ça se traduit notamment par le fait que 90% des volumes de marchandises qui sont transportés aujourd'hui, échangés sur Terre, sont transportés par voie maritime. Ce qui fait que, de fait, on a une activité économique extrêmement importante à proximité des zones littorales. Et 15 des plus grandes villes du monde sont situées à moins de 100 km et 13 d'entre elles sont des ports. Donc les ports, forcément, par définition, c'est installé directement au bord de l'eau. Alors, l'autre grande tendance, c'est la logique récréative, c'est le tourisme. Et quand vous tapez le mot-clé vacances dans Google, vous tombez sur la photo que je viens de mettre à droite. C'est le premier résultat dans Google Images du mot vacances. Et ça traduit bien le fait qu'aujourd'hui, les vacances, dans l'imaginaire collectif, c'est la plage, c'est le bord de mer. Donc, cette double influence à la fois de la maritimisation et de l'attraction des littoraux d'un point de vue loisir, c'est que 60% de la population mondiale vit à proximité des côtes. Alors, les chiffres sont très variables selon les sources. On peut retenir le dernier chiffre que 20% de la population actuelle vit à moins de 30 km de la mer. Et donc, forcément, elles vont être impactées aussi par l'énergie des vagues dont on vient de parler. De fait, on va retrouver de plus en plus de populations et également de plus en plus d'activités à proximité de la mer. J'ai remis ici un chiffre, 10% de la population vit à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui représente à peine 2% de la surface émergée du globe terrestre. Et vous voyez sur l'image en bas à gauche, une image aérienne de l'Europe prise de nuit. Donc en fait, les points en couleur sont les points lumineux. Et on voit très bien la forme des côtes se dessiner, ce qui montre qu'on a une proportion non négligeable de la population européenne qui vit au plus près de la mer. Alors en France, ça se traduit par le fait que sur les communes littorales, on a une densité de population qui est 2,4 fois supérieure à la densité nationale, donc une concentration de la population au bord de la mer.
Ça se traduit aussi du point de vue touristique, 16,5 fois plus de capacité d'accueil touristique sur les littoraux que sur l'ensemble du territoire national. Et la carte que vous avez en bas, je pense qu'elle est très illustrative à ce titre-là. Toutes les zones qui sont en violet sont les zones qui ont des capacités d'accueil touristique, des campings, des hôtels. On pourrait sur cette carte supprimer le fond de carte, il ne resterait que les zones littorales, la région parisienne et puis quelques zones montagneuses. Mais clairement, les zones d'accueil touristique sont en grande majorité sur les espaces littoraux. Alors, de la même manière, on a une concentration des populations à proximité de la mer, et en plus, ces populations, elles ont tendance à se rapprocher de plus en plus de la mer. Alors, selon deux mécanismes, le tourisme recherche directement l'accès à la mer et l'accès à la plage, qui amène du coup à construire vraiment les pieds dans l'eau, comme le veut l'expression. Et c'est une dynamique qui est bien connue au cours de l'histoire. Les villages anciens avaient plutôt tendance à être légèrement en retrait de la mer, 1, 2, 3, 4 km. Et aujourd'hui, on construit vraiment au plus près de la côte. Et c'est ce que schématise la figure en haut à droite. Donc ça, c'est la première chose. Pour le tourisme, on va rechercher la proximité directe de la mer. La deuxième chose, c'est que les ports, forcément, sont construits directement au plus près de la mer. Et en plus, comme les ports accueillent de plus en plus de bateaux grands, ils vont même directement construire sur la mer. Et vous avez ici une figure qui montre le déplacement du port de Rotterdam au cours de l'histoire, avec un port qui était d'abord situé à l'intérieur de l'estuaire au XIVe siècle, et au fur et à mesure du temps, il va descendre de plus en plus bas dans l'estuaire jusqu'à, sur les derniers projets d'extension, directement poldériser sur la mer, donc construire des remblais ex nihilo directement sur la mer. Donc on a un rapprochement aussi des ports de la mer, et forcément ce sont des structures qui vont être de plus en plus exposées aux vagues. Alors bon, quelques éléments chiffrés qui montrent que les littoraux sont de plus en plus artificialisés, ce qui montre cette construction au plus près de la mer. Donc notamment, j'ai indiqué ici le chiffre que 29% de la bande comprise entre 0 et 500 mètres en France est artificialisée, alors que sur l'ensemble du territoire français, c'est simplement 5% de la surface du territoire qui est artificialisée. Donc on a une artificialisation qui est importante du littoral, et forcément, c'est des zones qui vont être impactées par les vagues, mais qui vont aussi pouvoir, en retour, avoir un impact sur les vagues. Alors, bon, une petite illustration théorique de ce qui vient d'être dit. J'ai pris un exemple ici à Dubaï, non pas pour les pointer du doigt, mais tout simplement parce que toutes les dynamiques qui viennent d'être présentées se sont matérialisées sur Dubaï en à peine 30 ou 40 ans, là où elles ont pris 100, 150 ans à se mettre en place sur nos territoires. Donc, vous avez ici une photo aérienne de Dubaï en 1984. Et ici, une photo de Dubaï en 2016. Donc, on a à peine 40 ans qui séparent ces deux images, et on retrouve bien les deux tendances qu'on vient de citer. Donc, on a un étalement de l'urbanisation le long du trait de côte, et puis on a une extension aussi des installations sur la mer, donc avec notamment les îles de Palm Jumeirah, qui sont quand même une extension de 7 km sur la mer. Et puis, vous avez, qui cohabite à Dubaï, un des plus grands ports de porte-conteneurs au monde, le port de Jebel Ali. C'est le 9e port de porte-conteneurs dans le monde, qui du coup est installé directement sur l'Émirat de Dubaï. Alors forcément, ces installations au plus près de la mer, elles vont être directement impactées par les vagues, et si on prend les conséquences négatives des vagues, ça va se matérialiser notamment par de l'érosion, donc le départ de sédiments qui généralement offrent une protection à ces installations. Alors, un ensemble de photos ici qui illustrent justement les conséquences de cette érosion qui peut se matérialiser à des pas de temps très différents. Vous voyez sur la série de photos en haut, ces 3 photos, elles sont séparées simplement par 54 minutes. Vous voyez la petite maison qui est matérialisée par une flèche qui finit carrément par disparaître, être
déstabiliser et à finir dans l'eau. Donc en à peine 54 minutes, le socle sédimentaire sur lequel la maison reposait a complètement disparu sous l'effet des vagues. Alors sur des pas de temps un peu plus longs, vous avez en bas à gauche l'exemple emblématique de l'immeuble du Signal à Soulac-sur-Mer, qui a été construit dans les années 60 à 200 mètres de la mer et qui aujourd'hui est menacé du même sort que la petite maison au-dessus. Et donc en 40 ans, on a 200 mètres de dunes qui ont été complètement rognées par l'énergie des vagues et ça menace directement une installation humaine. Et puis sur un pas de temps plus long, les côtes à falaises, comme en Normandie, sont aussi exposées à la force des vagues qui fait reculer ces côtes. Et vous voyez qu'on a des constructions qui ont pu disparaître au fur et à mesure du temps et du recul de ces côtes à falaises. Alors, quelques chiffres sur l'érosion, c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable. En France, en 50 ans, 27 km² de territoire ont été perdus au profit de la mer et du fait directement de l'érosion qui est liée en grande partie aux vagues. Alors bon, j'ai fait un petit classement des départements les plus concernés. Ce sont principalement des départements qui ont des côtes sableuses, la Gironde, la Charente-Maritime, la Vendée. Et alors, on a parlé tout à l'heure de dérive littorale, ce phénomène qui va transporter du sable de manière parallèle au trait de côte, qui fait que l'érosion est aussi quelque chose de réversible. Vous voyez que la Gironde est le premier département qui a perdu du terrain en 50 ans, mais par contre, les Landes, au sud de la Gironde, ont gagné du terrain sur les mêmes 50 années. Et en fait, une partie du sable qui a été perdu en Gironde est venue s'accumuler dans les Landes. Donc, on a aussi un phénomène qui est relativement réversible, même si la tendance générale aujourd'hui, c'est la disparition, l'érosion en tout cas généralisée. Alors, que faire contre ces dynamiques? Je vais revenir sur deux mesures traditionnelles qui permettent de se prémunir face à ces problèmes liés à l'érosion qui peuvent être prégnants quand vous avez des installations humaines qui sont juste derrière ou juste au niveau du trait de côte. Alors, la mesure traditionnelle, c'est de figer la position du trait de côte en l'artificialisant, en construisant des murs, des digues, des perrets, des enrochements. Donc, ça, ce sont des techniques différentes, mais qui ont un seul et même objectif, celui de figer le trait de côte pour limiter son recul. Alors, ces structures, elles vont impacter en retour les vagues, et donc dans une forme de cercle vicieux, elles vont avoir tendance à accélérer le départ du sable et potentiellement à déstabiliser les constructions les plus proches. Alors, vous avez ici une photo à la Tranche-sur-Mer. Vous voyez très bien ce mur avec un petit portillon qui est situé 1 mètre au-dessus de la plage. Et on peut très bien imaginer qu'au moment où le mur a été dressé, le portillon permettait d'accéder directement à la plage. Mais la présence de ce mur a augmenté la réflexion des vagues dont on a parlé tout à l'heure et dont Alexis a également parlé. Et ce faisant, a augmenté l'énergie de la nappe de retrait et donc a accéléré le départ du sable. Et donc, on voit très bien que depuis la construction du mur, le niveau de la plage a largement baissé. Donc là, on a un impact direct de la construction de ce mur sur les vagues et derrière sur la dynamique érosive. Alors, autre mesure traditionnelle, c'est quand on cherche à lutter contre la dynamique de dérive littorale, donc les échanges parallèles au trait de côte, la solution est ici de construire des épis, donc des ouvrages qui sont perpendiculaires au trait de côte, de manière à bloquer cet échange. Alors, le problème des épis, on l'a vu sur la photo tout à l'heure, c'est qu'on va, grâce à ces ouvrages, bloquer la dérive littorale, donc forcer l'accumulation d'un côté de l'ouvrage. Par contre, on va accélérer par déficit de sédiments l'érosion de l'autre côté. Et vous avez ici un exemple en Mauritanie avec donc une dérive littorale qui est orientée du nord vers le sud, et puis la construction ici d'une digue pour protéger le port de Nouakchott. La construction de cette digue, elle a pour effet direct de forcer l'accumulation du sable au nord de la digue, donc avec presque 1 km de trait de côte qui a été gagné sur la période de 35 ans ici. Mais par contre, une érosion importante au sud avec une perte là de 530 mètres de trait de côte au sud de la digue. Donc là, on a un vrai blocage
du transit sédimentaire, qui peut avoir des conséquences négatives dans la partie aval. Axel, il vous reste environ 3 minutes, si vous pouvez conclure. Entendu. Merci. Alors, d'autres techniques plus récentes permettent de répondre à des objectifs relativement similaires. Celle qui a été présentée par Alexis tout à l'heure, elle n'est malheureusement pas dans la liste, mais montre aussi que aujourd'hui, on cherche justement des choses alternatives parce qu'on se rend compte que les mesures traditionnelles peuvent amplifier en fait les problèmes auxquels ils sont censés répondre. Et je signale juste que peu importe la solution utilisée, celles-ci ont toujours un coût qui souvent est supporté par des fonds publics. Alors j'avais 4 exemples, bon, honnêtement j'avais bien l'idée que je n'aurais pas le temps de présenter ces 4 exemples, je vais en présenter un seul du coup, de cette double rétroaction des vagues sur les installations humaines et des installations humaines sur les vagues. Je prendrai le premier exemple, celui de la survie de la plage de Châtelaillon-Plage en Charente-Maritime, qui est une station balnéaire, comme beaucoup de stations balnéaires, est née grâce à l'arrivée du train au 19e siècle. Et du coup, ça a permis le développement notamment d'un casino et d'une promenade le long de la mer et le long de la plage. Cette promenade, du coup, elle est adossée à une digue qui a augmenté la réflexion des vagues et donc le départ des sédiments, ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, la plage a fini complètement par disparaître. Et vous avez en haut à droite une illustration de la plage dans les années 80 qui en fait avait complètement disparu. Quand vous alliez sur la plage de Châtelaillon-Plage, c'était uniquement des blocs de roches et puis des huîtres très piquantes pour les pieds. Donc quelque chose de tout à fait répulsif en fait pour les estivants qui ont fui la station balnéaire. Et donc, pour remédier à cette situation, à partir des années 90, la mairie de Châtelaillon a décidé de reconstruire sa plage de manière artificielle en venant décharger des quantités très importantes de sable de façon à ce que la plage puisse réexister et que du coup les estivants puissent revenir. Donc le coût total de la mesure, c'est de l'ordre de 5 millions d'euros et ça a permis un retour des touristes qui était plus que 4 000 en 1984 et qui était de 44 000 par an en 2000. Donc là, une mesure qui a été nécessaire au regard des enjeux économiques. Alors, pour conclure sur ces éléments, alors je pourrais partager la présentation pour ceux qui veulent voir les autres exemples. Pour conclure sur l'impact du changement climatique sur les vagues et sur les hommes, alors la question elle est difficile puisque dans le dernier rapport du GIEC, les tendances ne sont pas claires. On parle d'une tendance possible de baisse de la hauteur des vagues dans le bassin nord-atlantique, et puis on n'a pas d'indice clair sur une augmentation éventuelle de la fréquence et de l'intensité des tempêtes, toujours dans le bassin nord-atlantique, ces tempêtes qui sont celles qui amènent les vagues qui sont les plus destructives. Par contre, la certitude qu'on a, c'est que le niveau de la mer monte et les projections parlent de 84 cm à l'horizon 2100. Et forcément, cette augmentation, elle va avoir un impact direct sur les hauteurs d'eau à l'horizon 2100. Par exemple, si on prend la hauteur d'eau atteinte par Xynthia en 2010, donc, la tempête qui avait fait un certain nombre de morts en Vendée, cette hauteur d'eau, elle avait une chance sur 100 environ de se produire en 2010. Et si on rajoute les 84 cm d'élévation du niveau de la mer en 2100, le même niveau d'eau pourrait être atteint une fois par an. Et donc, de fait, les vagues pourraient atteindre des niveaux plus importants, venir taper plus haut dans le futur du fait de l'élévation du niveau de la mer. Alors finalement, la réponse à tout ça, elle est peut-être à chercher du côté des sociétés littorales parce que, en fait, à travers les exemples que j'ai pu montrer, on a déjà été forcé de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on protège? Est-ce qu'on part comme à l'immeuble du Signal? Ou est-ce qu'on cherche à s'adapter tel que l'a présenté Alexis dans la mesure qui est proposée? Donc la question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait face à cette situation. On a de plus en plus de monde qui sont un plus près du trait de côte dans un contexte où le niveau de la mer monte. Alors au final, tout ça va être des questions de coût. Donc en fait, c'est surtout une question d'anticipation. Tout ça coûte cher, mais on a aussi beaucoup d'enjeux qui sont exposés. Donc on a des pertes qui peuvent être potentiellement importantes. Alors pour terminer, j'ai mis cette petite
image d'un blockbuster américain qui montre une grande vague qui submerge une ville, tout simplement pour dire que ceci est une fiction. Dans un contexte de changement climatique, c'est pas ça qu'on vivra. On ne va pas être submergé par une grande vague. Par contre, on risque d'être de plus en plus confronté à des vagues destructives avec des populations de plus en plus près toujours du trait de côte. Voilà, j'en ai terminé. J'ai sûrement été un peu long, je m'en excuse. Merci beaucoup, Axel. C'était passionnant. Alors, il n'y a pas de questions sur le chat, si quand même, peut-être quelques-unes. Alors, j'arrive pas à le chat. Pardon. Donc, effectivement, Lugabadi. Donc, à Soula ou dans les Landes, a-t-on des hypothèses expliquant le changement de l'équilibre accumulation-érosion? Alors, à Soulac-sur-Mer, bon, il y a plusieurs éléments. Il y a le fait que, de manière générale, on est dans une période où on a de moins en moins de sédiments qui arrivent sur les littoraux, soit parce qu'ils sont bloqués en amont, notamment le long des fleuves, par exemple de la Garonne. Donc, on a moins de sédiments qui arrivent en mer et qui peut ensuite être mobilisé par le transit, la dérive littorale. Et puis, l'autre élément important, c'est qu'on a eu récemment des tempêtes qui ont été importantes et qui, du coup, vont avoir tendance à faire migrer le sable depuis le haut de plage vers le bas de plage, puisque l'énergie de la nappe de retrait des vagues va être importante. Donc, on a une double migration. En fait, on a une migration du sable vers le bas de plage et en plus, il y a tendance à partir vers le sud avec pas forcément de compensation d'arriver depuis le nord. Donc, ça explique qu'on a un recul qui est important. Et en fait, on a dit que la dune avait reculé de 200 mètres en environ 40 ans, entre 2010 et la tempête Xynthia et 2014, c'est 50 mètres qui ont disparu, donc en à peine 4 ans. Et c'est vraiment lié là à des tempêtes qui ont été très importantes pendant ces différentes années et qui ont en fait entraîné un déficit sédimentaire très important qui n'a pas eu le temps d'être compensé. Ce qui ne veut pas dire que dans le futur, ça ne sera pas compensé. On peut très bien imaginer que ça soit des secteurs où l'engraissement puisse reprendre. Bon, la tendance, elle n'est pas là, mais on ne peut pas exclure non plus que ça ne s'inverse pas. Une question de Marco sur la prise de conscience des collectivités locales par rapport aux différentes solutions. Alors, vous êtes passé assez vite sur les solutions faute de temps, mais globalement, comment ça marche avec les collectivités? Est-ce que les scientifiques arrivent à travailler avec elles et puis à faire passer un certain nombre de recommandations? Oui, les choses changent puisque construire des ouvrages en dur, des digues, des épis, c'est en fait efficace à court terme, mais ça ne l'est pas nécessairement à moyen terme. Et en témoigne l'exemple de Châtelaillon-Plage, qui a vu sa plage disparaître par la construction de la digue. Donc, la disparition de la plage, c'est la disparition de l'activité économique de laquelle vit la commune. Donc forcément, les communes aujourd'hui, elles sont, en tout cas pour celles qui vivent du tourisme, sont beaucoup plus sensibles à des mesures alternatives et le rechargement de plage, c'est clairement quelque chose qui a le vent en poupe, qui est très développé par exemple aux Pays-Bas, mais il y a plein d'exemples en France pour prendre le cas français. Donc c'est des choses qui sont énormément mobilisées aujourd'hui. Après, il y a toujours un peu le mythe du fait que l'ouvrage en dur, c'est quelque chose qui est visible, c'est quelque chose qui est rassurant et c'est quelque chose qui est quand même souvent toujours plébiscité. Mais c'est clair que des mesures alternatives sont de plus en plus mises en avant. Ça, c'est évident. Donc, les choses avancent, clairement. Est-ce que les solutions, globalement, sont les mêmes si on a en affaire un littoral sableux ou si on a en affaire un littoral de falaise comme en Normandie? Ou au contraire, est-ce que ce sont des solutions qui sont ajustées au cas par cas? Oui, les solutions ne sont pas du tout les mêmes, d'autant plus que quand on parle de falaises, les falaises, c'est de la roche-mère, c'est de la roche dure. Une falaise qui recule, elle ne va jamais pouvoir réavancer, elle ne va jamais pouvoir reprendre du poil de la bête. C'est des choses qui sont amenées forcément dans le temps à reculer, c'est leur destinée, ça pourra pas changer. Donc c'est difficile, en soi, on ne peut pas empêcher le recul des falaises, par contre, on peut essayer de le ralentir, mais on ne peut sûrement pas l'empêcher. Sur les côtes sableuses, on peut figer. Le trait de côte, clairement, c'est possible de le faire, effectivement. Donc là, on le fige, on n'a plus de recul. Et puis surtout, on a des mesures,
quand on ne pige rien, on peut aussi parier sur le fait que ces côtes sableuses, elles vont se reconstituer et potentiellement que ça va se réengraisser au fur et à mesure du temps. Donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus réversible sur les côtes sableuses, qui invite forcément à mettre en place des solutions qui sont différentes que sur les côtes rocheuses. Ok, merci. Alors, il y a une allusion à une étude de Nature, donc je ne sais pas, sur les instabilités naturelles. Alors, comme je ne connais pas cette étude, je ne sais pas si vous pouvez y répondre ou si vous comprenez la question qui est derrière. L'instabilité. Oui, je vois les questions. Sur la question d'instabilité naturelle du trait de côte, j'imagine que ça fait référence en fait aux différents types de côtes en fonction des matériaux, si c'est de la roche dure, de la roche mère, ou si on parle de côtes sableuses ou de côtes coralliennes. Forcément, les comportements sont différents. Les côtes rocheuses, on sait qu'elles vont forcément reculer à un rythme qui est généralement relativement plus lent que les côtes sableuses, qui vont être beaucoup plus réactives, qui vont pouvoir reculer par exemple de 50 mètres en une nuit, c'est possible, mais peut-être que dans 20 ans, ces 50 mètres, ils auront été regagnés. Donc, les comportements sont forcément très différents et du coup, on va forcément aussi envisager des mesures différentes selon ces comportements. Merci. Alors, je vois une question sur les extractions de sable. Oui. Forcément, hein, l'extraction de sable, ça participe à ce déficit sédimentaire et c'est aussi un problème très important. Et pour prendre des exemples français, on a une contestation de plus en plus importante sur les extractions de sable qui vont forcément ne faire qu'accélérer ces phénomènes. Il y a un cas emblématique dans les Côtes d'Armor. Oui, la baie de Lannion, oui, où il y a eu un arrêté qui a été finalement annulé parce que les extractions de sable ont en tout cas été contestées au niveau local. Mais c'est sûr que ça participe au déficit sédimentaire qui, derrière, accélère le phénomène d'érosion. Pour revenir donc aux ouvrages de protection, que pensez-vous de la présentation d'Alexis Mérigot, justement, de ces dispositifs de lame qui absorberait l'énergie ou la réfléchirait? Enfin, voilà, comment est-ce que vous voyez les choses? Moi, je trouve ça hyper intéressant dans la mesure où le postulat de ma présentation, c'était de montrer que les vagues, d'une part, elles impactent les installations humaines, donc c'est une source d'énergie qui peut être négative, mais qui peut être positive, donc on peut également la récupérer pour produire de l'énergie, donc c'est bien ce qu'a montré... en tout cas, c'est bien l'objectif de ce prototype. Et puis, en retour, ces installations humaines, elles vont aussi impacter du coup les caractéristiques de la houle et elles peuvent notamment atténuer les effets de la houle en amont du trait de côte et derrière des installations. Donc là, on a en fait, on est sur des prototypes qui permettent de tirer tous les bénéfices en fait de ces installations. À la fois, elles tirent bénéfice de l'énergie des vagues et en même temps, elles permettent d'atténuer pour ce qui se trouverait derrière l'énergie des vagues et donc contribuer à la protection des enjeux qui sont derrière. Donc là, on est sur des mesures, à mon avis, qui sont l'avenir en fait de la gestion de ces problèmes. Pardon, je vais couper mon micro. Plutôt donc des ouvrages de cette dimension-là que des gros ouvrages, j'en dis, qui ont montré leur inefficacité sur le long terme. Oui, j'aurais tendance à voir les choses comme ça. Alors, il y a des choses qui un peu similaires à ce qu'Alexis a présenté qui existent déjà. C'est vraiment très différent. Mais par exemple, à Noirmoutier, vous avez ce qu'on appelle des pieux hydrauliques qui ont été mis en avant de la plage. C'est en fait tout simplement des rondins de bois qui ont été plantés juste en amont, devant le trait de côte. Et ces pieux en bois, ils ont simplement l'objectif de casser l'énergie des vagues et que du coup, quand la vague elle va déferler sur la plage, elle est moins forte, donc elle n'emporte pas les sédiments au large. Donc là, on est sur des choses parfaitement statiques, mais finalement, l'objectif, il est un peu le même, il est de casser l'énergie des vagues. Alors l'intérêt de ce qui nous a été présenté auparavant, c'est qu'en plus, on pourrait profiter pour en récupérer l'énergie et produire de l'électricité. Donc, oui, on trouve. L'idée, elle est effectivement d'intervenir en amont. Il y a un certain nombre de ces pieux en bois qu'on trouve un peu partout, à Saint-Malo par exemple. Et oui, effectivement. On se demande quelle est leur efficacité, effectivement. Peut-être un dernier mot pour terminer, puisque vous terminez par ça sur la question du changement climatique.
Donc, en particulier, vous notiez la question de l'élévation du niveau de la mer. Est-ce que là aussi, on a une idée plus précise et différenciée selon les zones du littoral de cette élévation? Est-ce qu'il y aura des grands différentiels? Pardon, on prend les côtes rocheuses de Bretagne ou les côtes sableuses des Landes. Est-ce qu'on a une cartographie un peu précise qui commence à s'établir? Alors, tout dépend de comment on prend la question. On sait que j'ai donné un chiffre moyen d'élévation du niveau de la mer qui est de 84 cm. C'est un chiffre théorique, c'est un chiffre mondial. Dans la réalité, on sait qu'à l'échelle locale, on peut avoir des grandes variations dans l'élévation du niveau de la mer. On a même des endroits où la mer va baisser dans le futur. Notamment, je pense à la Scandinavie, je pense au nord de l'Écosse. C'est des endroits où le niveau de la mer va baisser parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Donc, le niveau de la mer ne va pas augmenter de manière uniforme. À l'échelle mondiale, il va y avoir des ajustements locaux. Alors, ceci étant, en France, normalement, on devrait être sur des tendances qui sont proches de la moyenne mondiale et qui ne devraient pas être trop différenciées entre la mer du Nord et puis les côtes du Pays Basque, par exemple. On devrait être sur des choses globalement proches. Alors, par contre, en termes de réponse des côtes, que ce soit les côtes rocheuses ou les côtes sableuses, oui, on aura des réponses qui seront différentes et sûrement que les côtes sableuses vont être plus sensibles à l'élévation du niveau de la mer, ou en tout cas répondre de manière plus active que des côtes rocheuses qui, elles, de manière naturelle, en fait, elles vont forcément reculer, mais elles reculent entre guillemets un peu à leur rythme, alors que les côtes sableuses, je pense qu'elles vont être beaucoup plus sensibles à ces questions d'élévation. Est-ce que l'exposition aussi à la houle, c'est-à-dire à une force directionnelle venant plutôt de l'ouest, va jouer beaucoup aussi? C'est-à-dire, là, pour le coup, la côte ouest de la France sera plus impactée que la côte sud de la Bretagne, par exemple, ou pas? Oui, mais en fait, je pense qu'on va être toujours dans les mêmes. On est sur des dynamiques qui sont là depuis très longtemps. L'ouest de la côte rocheuse de Ouessant sont depuis 10 000 ans ou même plus que ça, toujours plus exposées. Donc, je pense que c'est des côtes qui ont déjà répondu en fait à ces contraintes. L'élévation du niveau de la mer, ça va simplement être un facteur supplémentaire, mais je ne suis pas sûr que ça va modifier radicalement le comportement en fait des côtes. A priori, les vagues ne vont pas devenir plus puissantes, vont pas devenir plus fréquentes, c'est simplement qu'elles vont taper entre guillemets plus haut parce que le niveau de la mer sera plus haut. Mais je pense que dans le régime des vagues, ça ne va pas changer par rapport à la situation qui existe aujourd'hui. Donc ça va changer des choses, mais je ne pense pas que ça va non plus radicalement reconfigurer la côte, nonobstant évidemment l'élévation du niveau de la mer qui, elle, forcément, va ennoyer une partie des territoires. Et là, on va avoir une reconfiguration du littoral qui sera évidente, mais plus du fait de l'élévation que les vagues, en tout cas à mon sens. Très bien. Alors, deux petites questions pour terminer dans le chat. Alors, sur l'extraction de sable sur le long des côtes pour recharger les plages érodées, oui, on peut se poser la question d'où venait le sable qui a été utilisé à Châtelaillon-Plage, par exemple. Est-ce qu'il a été extrait de côte ou Oui, alors en l'occurrence, ils avaient été un peu pionniers là-bas sur ces questions-là. En fait, le sable, ils sont allés le prendre dans un endroit où il s'accumulait, notamment au niveau de l'île d'Oléron. Donc, ils sont allés prendre du sable, déjà pas très loin, sur une zone où, a priori, on savait que l'aspect négatif du pompage de sable, poserait pas trop de problèmes. Et donc, on est allé le déverser à Châtelaillon-Plage. Alors, l'autre tactique, entre guillemets, c'est aussi d'aller pomper du sable à une certaine profondeur, du sable qui, on le sait, ne sera pas a priori remobilisé par des transits sédimentaires dans le futur. Donc, on va le chercher assez profond et puis on le ramène plus haut sur le trait de côte. Après, on ne peut pas exclure que déplacer du sable pour le mettre à un autre endroit, ça ne passe pas par effet domino, ça ne crée pas des déséquilibres, ça c'est évident. Alors, deux petites questions. Est-ce qu'il y a un dispositif européen de suivi de la situation? Est-ce qu'il y aura un site que vous pourriez conseiller sur lequel on peut trouver un certain nombre d'informations, peut-être, de ressources? Alors, une question de Marie-Alice pour terminer sur l'océan Arctique. En 2 mots, peut-être sur ces 2 questions pour qu'on ne déborde pas trop. Alors, pour le premier, sur un site, du coup, on a parlé de plein de choses.
Je ne sais pas, un site sur quel suivi? Est-ce que c'est suivi des vagues? Est-ce que c'est suivi de l'érosion? Est-ce que c'est suivi de l'évolution du niveau de la mer? Des sites, il en existe. Alors, sur le suivi des vagues, je pense notamment au réseau Candice, si je ne me trompe pas, du CEREMA, qui donne des chiffres sur la houle, sur les vagues, sur les directions, etc. Donc là, il y a des choses qui existent. Je ne sais pas si c'est au niveau européen, mais en tout cas, au niveau français, ça existe. Je pense que ça existe au niveau européen. Sur le suivi de l'érosion, il y a des choses qui existent. Et puis sur l'élévation du niveau de la mer aussi, sur l'évolution des populations le long du littoral, il y a aussi des choses. Je peux tout à fait donner des sources. On les mettra sur notre site si vous pouvez nous les communiquer. Et pour terminer sur l'océan Arctique, bah oui, ça c'est une des grandes questions. Et alors pour le coup, on a un suivi qui montre que la fonte des glaces, notamment la fonte de la banquise, bah, c'est un impact dramatique en fait sur l'érosion, parce que ces zones qui habituellement étaient protégées par la glace, eh ben, elles ne le sont plus. Et du coup, bah, les tempêtes hivernales, elles vont avoir tendance à éroder des zones qui ne l'étaient pas. Et oui, ça, c'est clairement montré, par exemple, dans le golfe du Saint-Laurent. Au Québec, ils vont observer des niveaux d'érosion qui n'étaient pas connus parce que le niveau de la glace, la glace reste moins longtemps pendant l'hiver et du coup, on a une érosion qui est clairement plus forte. Et donc ça, c'est une vraie question qui est déjà traitée, qui est particulièrement exposée dans le dernier rapport du GIEC de 2019. Hein. C'est clairement un problème. La fonte des glaces, ça augmente l'érosion des côtes qui étaient auparavant protégées par la glace.